présente, donc Thierry Séparment, président de la KPF Grand Paris. Je représente 2000 adhérents sur le territoire du Grand Paris. Alors donc c'est plus vaste, c'est 75, 92, 93, 94. Et puis je vais vous faire déjà un premier constat, et donc après vous aurez des témoignages qui vont derrière. C'est que on a depuis, alors, suite à certaines décisions de la ville de Paris ces dernières années, on a comme de moins en moins d'artisans qui veulent venir travailler sur Paris. On a aussi des démissions de salariés parce qu'ils peuvent travailler sur Paris et qui préfèrent partir en province. On a aussi des citoyens parisiens, et nous on a des appels qui ne trouvent pas d'artisans pour travailler chez eux, pour des dépannages et puis pour des rénovations. Et donc c'est vrai que on s'inquiète parce que bon, il y a un côté, il y a nous, mais aussi les Parisiens. Et c'est ce qu'on vous demandera, c'est quelle est la place de l'artisan justement dans votre programme pour le Paris futur. Et puis il y aura d'autres sujets sur, on vient de signer il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous saviez, mais la charte de la résilience avec l'indice de vitesse, justement pour rénover Paris, parce que bon, on sait qu'il y a quand même pas mal de bâtiments encore à rénover. La récupération de l'eau, il y a aussi les démarches administratives, les marchés publics justement pour les marchés publics de gré à gré de moins de 100 000 euros, où pour l'instant il y a encore des blocages au niveau de la ville de Paris. Et puis après aussi les déchets, qui est aussi un vaste sujet. On a été interpellé il n'y a pas longtemps par la maire adjointe du Paris Centre, qui disait qu'il y avait des déchets. Elle disait qu'il fallait qu'on soit vertueux, mais on l'est. Donc, mais bon, il faut aussi. C'est qui l'adjointe de Paris Centre ? Madame Brinman. Donc voilà. Donc on lui a expliqué que justement les artisans ils savent évacuer leurs déchets. Et par contre, ça nous coûte beaucoup, alors que non, ça devrait être gratuit. Donc voilà. Donc bon, voilà un petit peu le constat. Et puis je vais laisser justement vous avez de la chance d'avoir des citoyens parisiens et qui ont aussi leur entreprise sur Paris, donc et vous dire un petit peu leur constat depuis des années. Oui. Alors donc moi je suis Carlos Diaz, société Taroff Électricité, donc j'ai une entreprise d'électricité basée dans le 14e à Paris. Depuis 2007. Donc nous on a vu en fait les évolutions. Moi je fais partie en fait des entreprises où j'ai des salariés qui sont partis en province parce qu'ils en avaient assez de circuler. Et c'est vrai que j'ai des retours quotidiens de mes salariés qui n'en peuvent plus de la circulation et qui en ont assez de se déplacer dans Paris parce que la plupart des routes sont fermées, et ils sont obligés de faire des détours considérables, et puis pour se garer dans certains quartiers c'est quasiment impossible. Par contre, depuis quelques années, on voit quand même une petite amélioration dans certains quartiers, du fait que les stationnements soient payants. On trouve un peu plus de place dans certains quartiers, donc on ne va pas dire que c'est néfaste partout. Moi, à mon niveau, je circulais en moto, toujours. J'ai abandonné la moto pour le vélo. Mais ça quand même, c'est limite, quoi. Enfin, je veux dire, on s'adapte, mais je ne peux pas demander ça à mes techniciens. Donc c'est vrai qu'on gagne du temps à circuler à vélo. Je ne le fais pas honnêtement pour être écolo, même si quelque part... ça me réconforte dans l'idée que des fois c'est compliqué, surtout quand il pleut, mais voilà, donc j'ai quand même l'impression qu'on nous demande de faire des efforts et que en contrepartie il n'y a rien qui est fait. Donc c'est plus compliqué pour nous, et en contrepartie on ne voit pas d'efforts, on nous demande à nous de faire les efforts alors que du côté de l'État il n'y a pas grand chose de mis en place pour ça. Voilà. Et parce que bientôt, je pense que même en vélo, ça va être compliqué. Hein. Je le vois, hein. Il y a des embouteillages de vélos. Donc, je pense qu'à terme... Vous avez raison, il y a toujours des embouteillages à Paris. Ah, non, mais... De vélos, de calèches... voilà, donc je pense qu'à terme, donc c'est très bien que ça aille dans ce sens-là, ça, ne serait-ce que pour la santé, pour plein d'autres côtés, pour l'écolo. Mais je pense que les pistes cyclables qui... au départ me paraissait trop grande, commence à devenir trop juste. Donc, et ça devient dangereux. Après, je pense qu'il va y avoir à un moment donné une régulation à faire à ce niveau-là. Mais bon, le sujet n'est pas là. Mais de manière générale, circuler en voiture, faire des dépannages en voiture, ça devient une mission impossible. Donc, un vélo musculaire en plus. Oui, parce oui. que sur les pistes cyclables, il y a aussi des vélos électriques. Super vite, oui. C'est ça le truc. Voilà. Donc, voilà. Alors, Fabrizio Del Molino, moi je suis gérant d'une société de plomberie couverture à Paris, dans le 12e. Et je suis habitant depuis 49 ans maintenant dans Paris. J'habitais pas très loin au Eterno. Et j'y suis passé tout à l'heure justement pour voir un petit peu l'évolution du quartier. Donc ça collabore ce que disait mon confrère M. Diaz. C'est vrai que le changement parisien, il a été
assez brutale pour nous, dans le sens où nous avons effectivement beaucoup de quartiers qui ont été, où des places de stationnement ont été supprimées, des places de livraison ont été mises et sur lesquelles nous n'avons pas le droit de stationner. Aujourd'hui, nous avons le principal défaut que nous avons, c'est qu'effectivement, dans certains quartiers, on n'intervient plus. On ne veut plus intervenir. J'ai fait faire des entretiens individuels fin d'année dernière à mes collaborateurs et pour la plupart, le mot d'ordre c'est ils attendent les municipales et ils verront s'ils resteront sur Paris ou pas. Donc voilà, moi j'ai des collaborateurs qui viennent du 95, du 60, qui viennent sur Paris tôt le matin pour éviter les embouteillages d'autoroute, qui malgré ça s'en prennent quand même sur Paris. Qui viennent directement sur les chantiers, à l'adresse du chantier à Paris? Qui viennent sur Paris. Qui viennent par votre entrepôt ou atelier Alors nous avons un entrepôt dans le 12e, alors c'est un autre sujet puisque notre chère maire du 12e a fermé un trou, la ligne Michel Bizot, ce qui aujourd'hui nous contraint à faire 15 minutes de plus pour aller à notre local. Pareil pour revenir. Donc ça c'est un point noir, elle ne se représente pas, tant mieux pour elle. Et donc aujourd'hui, nous avons des gens qui partent de chez eux à 6 h le matin pour être sûr d'arriver sur Paris tôt et trouver une place. Dans certaines situations, ils ne peuvent pas y aller à pied. Dans certaines situations, nous avons chiffré un travail qui est réalisé par un compagnon, donc il arrive tout seul. Et s'il arrive à trouver une place de stationnement dans le quartier, très bien. Sinon, il doit faire quelques minutes de plus pour aller chercher son matériel, pour le décharger, pour l'alimenter. Enfin, je vous passe effectivement tout l'approvisionnement qu'il faut faire dans certains quartiers. Les 4 premiers arrondissements, nous refusons d'y aller. Certaines rues aujourd'hui, ce que nous rapportent nos techniciens, c'est qu'on refusera d'y aller. Faubourg Saint-Martin, que des places de livraison. J'ai un technicien qui a tourné pendant 1h15 pour trouver une place de stationnement payant, on n'en a jamais trouvé. Donc aujourd'hui, le débat c'est si vous voulez rénover le parc immobilier parisien, nous sommes prêts, nous sommes là. Comment nous déplacer? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tout accident qui implique une voiture, une trottinette, une voiture, un vélo, une voiture, un piéton, c'est la faute du chauffeur. Pour le stationnement, nous autorisez-vous à stationner sur les places de livraison et sous quelles conditions? Okay. Merci. Bonjour Monsieur Grégoire, on s'était déjà vu avec Carole. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans peut-être. Pas si longtemps que ça. En décembre. En novembre. Avant Noël. En novembre. Ah oui, le temps passe tellement vite. Donc Sidney Hu, secrétaire de la CAFE Grand Paris, une entreprise dans le 9e, Eugène et Gustave. Plomberie également, chauffage. 9e qui, avec tous ces sujets de circulation, est assez complexe. 9e, 18e, 8e, puisqu'on a des travaux autour de la place de Clichy qui ont beaucoup perturbé le travail. Donc des collaborateurs qui perdent beaucoup de temps sur la route. J'ai essayé de mettre des carrioles, des systèmes carrioles, mais les collaborateurs ne veulent pas, ils m'ont dit non, donc je ne peux pas leur imposer. Je pense que cyclistes et travailleurs, on a des adhérents qui sont cyclistes et qui font de la plomberie, des dépannages à vélo, et je trouve ça très bien. Je pense que c'est aussi un état d'esprit, donc ça on ne peut pas leur imposer. L'autre biais qu'on trouve, c'est qu'on a des apprentis, donc un apprenti sur un vélo, le mettre sur un vélo, lui mettre un tandem, lui mettre un vélo avec lui. Le risque d'accident du travail, s'il y a un accident, c'est pour l'entreprise, et ça accroît le risque d'accident du travail, ce qui est un vrai sujet pour l'entreprise. On a aussi, j'ai un véhicule électrique et on a d'autres véhicules. J'imaginais prendre d'autres véhicules électriques, mais les largeurs de places de stationnement ne correspondent pas pour pouvoir recharger, pas suffisantes. Un trafic, vous ne le mettez pas dans certaines rues à recharger. Voilà. Donc ça, c'est les vrais sujets qu'il va falloir aborder. On imagine les parkings souterrains, mais les trafics ne rentrent pas. On n'a que les petits véhicules qui rentrent. Donc dès que vous avez un plombier avec un trafic, il ne rentre pas. Je reprendrai l'exemple, on a un chantier rue des Saints-Pères, mon technicien a mis 1h30 pour trouver une place. Voilà. Donc c'est 1h30 qu'on ne peut pas refacturer au client, c'est 1h30 perdue. Et voilà, ce qu'on perd à Paris, c'est cette réaction qu'on avait pour dépanner les clients, c'est ce temps de travail qu'on avait pour les clients.
Et on a maintenant des difficultés avec les clients parce qu'on augmente en partie. Moi, j'ai augmenté mes tarifs parce que je facture à la demi-heure pour les dépannages. La première demi-heure, je n'ai augmenté que la première demi-heure, pas les demi-heures suivantes, parce qu'il est déjà en train de travailler. Je l'ai augmenté de 15% parce qu'on perd trop de temps. Donc c'est encore un surcoût pour le Parisien que je suis. Donc c'est pour tout à chacun. Avec le risque derrière, c'est que des gens disent bon bah ok, je prends des gens qui vont travailler et sont moins regardants sur certains sujets de charges sociales, de paiement de stationnement, de plaques d'immatriculation avec les étiquettes dessus. Voilà. Donc ça c'est le vrai sujet pour nous. Je rejoins mes confrères sur le stress pour les collaborateurs, parce que maintenant, même s'il y a moins de voitures dans Paris, on le ressent, il y a moins de bruit, c'est beaucoup plus agréable. En tant que Parisien, d'y vivre, je ne remets absolument pas ça en cause, c'est beaucoup plus agréable. J'ai un fils asthmatique, donc je le comprends parfaitement. Mais nous, en tant qu'artisans, il faut qu'on puisse continuer à travailler, à servir le Parisien. Et je pense que c'est ça le souci de chacun, c'est que le Parisien continue à être servi, et c'est hyper important. J'ai eu des départs en province, parce qu'ils ne veulent plus bosser à Paris. Et c'est difficile de recruter, parce que les faire venir en disant ouais, tu veux bosser dans Paris, donc c'est une charge complexe. C'est un stress au travail, parce que les clients appellent, parce que le technicien est en retard. Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets qui sont importants pour nous. Au-delà, alors nous, on a une des propositions, c'est que la carte mobile pro qui existe actuellement soit étendue à l'intégralité du parc d'une entreprise, et pas parce que jusqu'à 10 salariés, on a droit à 3. On voudrait l'étendre à l'intégralité des véhicules, parce qu'on ne peut pas dire que le 4e véhicule puisse l'être, et qu'elle puisse du coup autoriser sur les places de livraison. Dire ok, une carte mobile pro, on la paye, on est prêt à payer chacun une carte mobile pro pour les véhicules, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais qu'on soit reconnu comme artisan et pouvoir travailler dans Paris. Alors pour les entreprises basées à Paris, peut-être aussi celles qui sont à côté, parce qu'ils viennent travailler, servir les Parisiens et aider dans les travaux que vous allez lancer. Voilà, donc ça c'est un vrai point. Et le dernier point qui va être tout ce qui est sujet de reprise des gravats et des déchets, qui est normal que l'on fasse, mais qui est un temps, puisqu'on doit les trier, on doit pour qu'ils puissent être repris. Alors il y a des sociétés qui nous les reprennent en vrac, on paye. J'imaginais, parce que le particulier peut se poser dans la rue en disant voilà j'ai ça et je le fais, pourquoi finalement il n'y aura pas un service professionnel qui nous acquitterait d'une manière ou d'une autre, qui soit peut-être mieux géré. Voilà, donc ce sont des propositions qu'on fait. En tout cas, je vous remercie encore de nous avoir reçus, c'est important et dans ce moment charnière. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'abord de cet entretien. Comme je le disais, on a l'habitude d'échanger avec la CAPEB. Il y a des politiques de la ville, d'évolution de la circulation et du stationnement qui créent des difficultés pour la profession. J'en ai conscience, j'ai même peut-être conscience qu'il n'y a pas que Paris qui est concerné par cela. Vous connaissez les plans de circulation des villes limitrophes, moi je les connais tous. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que nous. Ils veulent du vert, ils veulent moins de bruit, ils veulent des plans de circulation qui fait passer le transit ailleurs. Et ce que fait le maire de Charenton-le-Pont ressemble beaucoup à ce que nous font nos maires d'arrondissement, de même qu'à Neuilly-sur-Seine, pour prendre des villes qui ne sont pas du tout de la même couleur politique. Est-ce qu'il y a eu un manque de coordination sur tout cela, sans doute, sur notamment les flux de transit et en gros les radiales qui font qu'aujourd'hui on a des secteurs qui sont mis sous grosse pression, parce qu'à force de faire les petits aménagements, tout se déporte dans les mêmes axes et c'est compliqué. Sur le stationnement, d'abord on a supprimé des places, vous le savez, mais pas tant que ça, en réalité. Malheureusement, d'une certaine manière, on a supprimé 24 000 places de stationnement, c'est beaucoup moins qu'on avait prévu, au gré d'ailleurs d'un travail de concertation avec les riverains, etc., mais avec une réforme du stationnement rotatif que vous connaissez, puisqu'il y a des tarifs évidemment importants. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? La réponse est oui, et peut-être venir là-dessus. Quelle est la place des artisans à Paris? Elle est majeure. Et en vrai, c'est un énorme business. Et de toute façon, quelqu'un va le prendre. Que ce soit par des augmentations de prix, que ce soit par des pratiques aussi moins vertueuses sur le plan du respect des charges sociales, etc. Enfin, moi, je connais l'économie parisienne, je connais les amis qui font faire des travaux. Il y a des besoins majeurs de rénovation qui sont liés à des activités que vous connaissez par cœur. D'abord, les activités professionnelles. Ils ont besoin de changer les fours, changer leur chauffage, leur gaz, leur électricité, etc. Il y a un fonds
et un fonds de business qui est extrêmement fort à Paris parce que ça reste une ville très dynamique qui a accueilli 37 millions de touristes intramuros et dans lequel il y a 4 millions de personnes qui viennent tous les jours. Et d'ailleurs, les problèmes que vous soulevez pour vos employés sont les mêmes que pour les nôtres. Nos éboueurs, les infirmières de la PHP, etc. Et dans lequel le désir de province est généralement pas seulement lié à la contrainte professionnelle qu'on éprouve au quotidien, mais aussi lié au prix du logement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de professions, et notamment dans les professions faiblement rémunérées, on ne gagne pas assez à Paris en comparaison du surcoût du loyer. C'est pas à Paris d'ailleurs, c'est dans le Grand Paris. Et que en gros, tous les métiers faiblement rémunérés, ou en tout cas moyennement rémunérés, l'arbitrage entre la qualité de vie, la taille du logement, le prix du logement, le temps de trajet quotidien, etc., il est difficile et il est le même pour nous tous. Et nous-mêmes, il nous préoccupe pour nos propres agents. Je rappelle qu'à Paris, on a 70% d'agents publics qui sont des agents de catégorie C. C'est de la filière ouvrière et technique. Donc on a des métiers qui se ressemblent en fait un peu sur bien des points, y compris avec du remisage du matériel, aller chercher les véhicules et la perte de temps qui va avec. Donc, comment on sort de ça? Je ne vais pas vous refaire un truc sur la circulation, mais on a un vrai sujet sur la circulation, sa mise en cohérence, et des erreurs, il y en a fait. Il y en a sans doute. Et des ajustements, s'il faut qu'ils aient lieu, ils auront lieu sur des petits bouts de rue qui font faire des détours, et on a tous ça. Et c'est particulièrement, évidemment, structurant quand vous êtes dans un secteur, si vous vous retrouvez avec votre atelier au milieu du plan de circulation qui a évolué, la conséquence, elle est extrêmement forte en perte de valeur pour la force de travail concernée. Donc ça, les ajustements, je veux dire, c'est du cas par cas, c'est de la dentelle, il faudra qu'on regarde. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez des places pour vous garer. C'est-à-dire que quels sont vos besoins et encore une fois, c'est pas, vous avez besoin que vos salariés puissent aller sur site. Que ce soit en allant chercher du matos d'abord ou directement sur site. Car un sujet au maximum quand même de transport en commun, même si pour des raisons de prise de poste parfois ou de matériel, parce que vous devez avoir aussi des agents qui font un remisage à domicile, j'imagine, qu'ils emmènent la voiture ou qui rentrent avec le véhicule chez eux le soir. Tout à fait. Donc auquel cas, ils ne peuvent pas venir en transport en commun puisqu'ils viennent avec le matos, mais depuis chez eux. Là-dessus, qu'est-ce qu'on veut faire ? D'abord, on veut créer des places spécifiquement pour les activités d'artisanat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se raconte, on n'a pas baissé du tout le nombre de places de livraison, puisqu'on en a créé 800 en plus, net, mais elles sont pas assez nombreuses et souvent très embolisées. Et par ailleurs, vous n'êtes pas des ayants droit officiels de ces places de livraison. Ou alors, vous y avez le droit, mais juste le temps de déposer en réalité le matos. Voilà. Donc, on va revoir complètement les critères et détendre les critères de la carte ProMobile. Et nous allons surtout augmenter le nombre de places. C'est-à-dire que et là, il faudra qu'on travaille avec vous en détail. Et moi, je le piloterai moi-même, ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez avoir des places dans un maillage spécifiquement identifiées comme telles. C'est-à-dire des places qui seraient dédiées aux activités. Et en fait, vous connaissez ça. Les activités, à part des chantiers lourds, la plupart des interventions, c'est de l'intervention de maintenance, réparation. C'est entre 2, si tout se passe bien, 4 heures si c'est un peu compliqué, mais des petites demi-journées, on va dire, à part les gros chantiers. Ça peut être une journée aussi, des fois. Donc là, moi j'ai plusieurs hypothèses. Je vais vous dire, c'est des hypothèses qu'il faut qu'on discute en détail. Il faut que vous discutiez avec nos propres ingénieurs. C'est soit on vous fait des déposes minutes. Et on fait un gros maillage de déposes minutes. Place artisan, je sais pas, on les mettra en bleu, place artisan, mais quand je dis dépose minutes, vous comprenez le concept, c'est j'arrive, je débarque, et après je vais me garer ailleurs. Sur les trafics, il y a quand même pas mal de parkings souterrains qui prennent les trafics. Pas qu'une galerie. Ça dépend. Pas qu'une galerie. Pas avec la galerie, parce que ça, c'est capé à 2 mètres 05, 2 mètres. Trafic plus galerie, ça passe. Et malheureusement, c'est chrono aussi. Vous avez tout, c'est fait. Certains kangous. Oui, s'il y a une échelle. Moi, je couvre, j'ai besoin de ma plieuse, elle est sur la galerie. On rentre pas dedans. Donc on regardera ça. Mais on veut vraiment faciliter le stationnement, parce que le stationnement, on a plein de choses assez révolutionnaires à proposer en la matière, mais on va augmenter considérablement le parc de stationnement à vocation professionnelle, livraison, artisan, dépose médecin, les trucs comme ça, qui sont la galère et qui en fait génèrent aujourd'hui. Alors,
je ne sais pas si vous avez vu, paradoxalement, les chiffres s'améliorent. Les chiffres s'améliorent. C'est-à-dire que ça fait 2 ans de suite que la congestion automobile baisse au sens de l'évaluation du temps perdu à chercher du stationnement, mais que du coup on a de la marge. Il y a des quartiers où c'est facile de se garer, il y en a où c'est impossible. Vous citiez l'exemple du secteur rue des Saints-Pères. Mais en fait, il y a des quartiers dans les petites rues entre Saint-Germain et la Seine. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, alors que pourtant, on n'a pas supprimé de place de stationnement. Là-bas, il n'y a rien qui a été fait. Parce que c'est l'un des endroits où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Paris en voiture au bureau, parce que c'est une zone où il y a trop de bureaux. Enfin, trop, c'est super, mais il n'y a pas d'habitants quasiment dans ces zones-là. Mais vous prenez tout ce secteur-là, vous partez de Concorde jusqu'à quasiment, en réalité, l'Institut du monde arabe. Le croissant entre les quais de Seine et le boulevard Saint-Germain est effroyable. Alors que dans le Marais, pour le coup, il y a des quartiers qui sont ingérables. De toute façon, il n'y a même pas de place de parking. Les rues sont toutes petites et c'est tout petit. C'est des quartiers comme il y a 5 ans, il y a une rue, je travaillais à rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle dans le 2e arrondissement. Il fallait qu'on prenne une rue en sens interdit pour aller sur le chantier. Donc j'avais appelé la ville de Paris, il me dit mais c'est pas possible. Je me suis dit, venez avec moi. Et il est venu avec moi, il a dit effectivement il y a un problème. Donc ils l'ont résolu. Mais c'est pour vous dire justement à un moment donné de faire des petits plans, faire un petit plan juste par endroit. À un moment donné, il faut peut-être faire un plan plus généralisé. Non mais ça en fait, là pour le coup il existe. C'est simplement que là pour le coup il existe. Et, franchement il y a des erreurs comme ça. Ça ne devrait pas arriver. Malheureusement ça arrive et il faut les corriger. Mais aujourd'hui tout le monde a fait son petit plan. Et on a des radiales qui sont compliquées. Les quais de Seine le reste, les quais de Seine rive gauche, c'est compliqué. Quais de Seine rive droite aussi. On a les grands axes, les grands boulevards. Ça peut être un peu parfois. Et là-dessus, on a des mesures qui s'appliqueront et qui seront bénéfiques pour vous, même si elles s'appliquent à tout le monde. On va remettre des agents de circulation dans un certain nombre de carrefours points noirs qui crée des thromboses, c'est Strasbourg-Saint-Denis, c'est l'angle Sébastopol, Grand Boulevard, où des fois il y a des effets d'engorgement. C'est Bastille, c'est quai Voltaire. Place de Clichy. Ouais. Non mais place de Clichy, c'est l'enfer sur Terre depuis plusieurs années. D'ailleurs le chantier n'est toujours pas fini. C'est pas encore. Oui, c'est la RATP. Donc là, ça c'est un point noir, mais j'espère qu'il va se dégager. La place de la République marche plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien. Bastille, ça ne fonctionne pas, l'engorgement Beaumarchais, Richard Lenoir, il y a des fois vous pouvez perdre 25 minutes. La fermeture du bout de Richard Lenoir, ça a provoqué ça aussi. Donc, Ouais, alors ça c'est le problème, c'est que nous on a des injonctions contradictoires parce que les riverains ne voulaient pas que les voitures de Beaumarchais se déportent dans le sens de descendre, se déportent sur Richard Lenoir. Donc ils ont demandé à avoir. Mais du coup tout à Beaumarchais. Oui, mais en fait Beaumarchais il est très grand, il est très large. Ce qui pose problème c'est Bastille, c'est pas Beaumarchais, c'est Bastille, c'est le boulot. C'est en fait c'est le tourne à gauche du bus là. Le tourne à gauche du bus et le croisement Richard Lenoir-Montmarché fait que ça s'enquiste et qu'il y avait un camion ou un bus qui est coincé. Et ça part. Bon, bref, on va vous mettre des solutions. Mais, excusez-moi, à terme, c'est quoi le but dans Paris? Est-ce que c'est une ville sans voiture? Est-ce que c'est une ville... Comment vous osez me poser cette question? À votre avis, vous pensez quoi? Dans ma tête, je me dis, ce serait super... Non, mais parce que si c'est ça le but, en fait, pourquoi ne pas s'interdire tout simplement? D'abord parce qu'on peut pas, et ensuite parce qu'on veut pas. Ça n'a pas de sens, pardon de vous le dire, mais comment on peut nous suspecter de cela? Moi, ma théorie, elle est assez simple. C'est que doivent utiliser leur voiture ceux qui n'ont pas le choix. Voilà. Et que tous les autres aient à faire des efforts. Et comment on détermine ce choix, justement? Qui a le choix et qui n'a pas le choix? Activité professionnelle, motif professionnel impérieux, et personnes à mobilité réduite. Et là-dessus, plutôt que d'aménager des emplacements, des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des règles simples? Si vous n'avez pas un usage professionnel de votre véhicule, vous ne rentrez pas dans Paris. Parce que juridiquement, je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux pas, c'est pas le droit. C'est la loi qui, à la rigueur, pourrait fixer ça. Et je vous rappelle que c'était un peu ce qu'on a fait avec la ZTL. La ZTL, pour l'instant, elle est très factice, en réalité. Ah oui. En tout cas, ça ne relève pas d'une compétence municipale de décider ce genre de choses. Le seul outil qui ressemble un peu à ça, c'est ce qu'on appelle les zones à trafic limité. Dont moi je suis pas un grand fan.
parce que c'est très difficile à mettre en œuvre. On nous rassure. C'est une usine... Non, mais c'est une usine. Pour être très franc, c'est une usine à gaz qu'on ne sait pas mettre en place. En Italie, ça fait 40 ans qu'ils ont ça marche très bien. C'est dans les quartiers touristiques, tu as des caméras, tu n'as pas la plaque, tu prends une amende. Je ne sais pas si vous avez une voiture en Italie, mais il vaut mieux le savoir parce que En on se fait Angleterre, tous défoncer. à Londres, c'est pareil. À Londres, c'est un péage urbain. Ouais, moi aussi. À Londres, c'est un péage urbain. Et ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on peut pas faire. Le cadre juridique ne permet pas aux communes de décider ça. La loi française ne le permet pas. Donc, en gros, si vous voulez, ce qu'on veut faire, c'est simple. C'est accompagner vers des mobilités plus mixtes. En plus, il y a des gens qui ont besoin. Moi, je suis un bon exemple. Moi, je prends 80% de métro. 20% de vélo, et quand j'ai besoin d'une voiture, parce que je vais très loin, parce que j'arrive très peu, parce que je travaille à Paris, mais enfin je m'occupe de Paris, mais je prends. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est offrir un panier de mobilité qui dépend. Et c'est là que ça nous intéresse aussi d'avoir un échange avec vous. Et je vais vous dire comment on va le faire. C'est que on peut forcer personne. Enfin, personne n'est autorisé à faire ce qu'il veut non plus. Et c'est un peu la différence entre la liberté absolue de l'autre côté et le sectarisme de contrainte de l'autre. La cyclo-logistique est une vraie opportunité. Enfin, je sais bien qu'on n'est pas, c'est pas demain la veille qu'on amènera une chaudière d'immeuble en cyclo-logistique, je le sais. Et donc, dans ces cas-là, il faut que les camions puissent, les camionnettes, etc., puissent rouler. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est circonscrire vos besoins exacts. On va augmenter les places à vocation professionnelle. Donc là, j'aurai besoin de chiffres que je n'ai pas en tête. Combien vous avez de sociétés, combien vous avez de véhicules qui tournent en flotte standard, parce que de toute façon, on a besoin d'artisans. Et qu'est-ce qui va se passer si vous avez des activités ? Il y a des activités illégales qui se développent, c'est-à-dire qu'il y a une industrialisation du travail au black dans le secteur de l'artisanat et de l'intervention, on ne va pas se mentir là. Donc, et ça, c'est pas bien pour vous, Non. et c'est pas bien pour les Parisiens, pour y compris des raisons de garantie, de garantie de sécurité, d'assurance, etc. Donc, quels sont vos besoins ? De combien vous avez besoin de place et dans lequel on peut avoir un intérêt qui n'est pas limité, par exemple, aux artisans, mais ça pourrait être un pack de places ouvertes à un certain nombre de sirettes ou d'identifiants d'activités professionnelles, commun, par exemple, aux commerçants ou quelque chose comme ça. En gros, un truc spécifique qui ne soit pas cette espèce de place polyvalente de livraison, qui est aujourd'hui assez largement embolisée par des logisticiens et un peu par des commerçants qui croûtent, quoi. Ils posent leur véhicule là et ils le laissent, de fait. Donc, on a besoin de... Et alors moi, le dialogue que je vous propose, et la CAPEB a toute vocation, y compris en prendre la coordination, on va mettre en place ce qu'on appelle des comités de filière. Comité de filière, c'est que ça ne sert à rien de parler dans un conseil économique. Il y aura un conseil économique de la ville, mais qui parlera des sujets stratégiques. Mais il y a tellement de besoins différents entre l'artisanat, mais même chez vous d'ailleurs, vous avez des besoins différents en fonction entre le serrurier. Oui. Les serruriers, c'est quand même un métier, à part quand il y a la porte entière, qui s'est massivement glissé sur le vélo, le cyclo. Exactement. Donc un comité de filière, on vous offrira deux choses. La première, c'est un cadre de discussion régulier, formalisé, dans lequel les associations professionnelles sectorielles seront engagées, et évidemment la CAPEB. Deuxième chose, vous aurez un interlocuteur unique. Vous aurez un chef de projet très haut niveau dans la ville qui sera chargé de répondre à tout. Parce que votre problème à vous, c'est qu'il y a des sujets qui relèvent de la voirie, des sujets qui relèvent de la police municipale, qui relèvent parfois des relations avec le Grand Paris, etc. J'en sais rien. Mais vous aurez un gars ou une interlocutrice qui sera chargée de répondre à tous vos besoins et pas de vous renvoyer sur des guichets intérieurs. Et donc on va vous donner du mou. On a du mou dans le stationnement. Il y a des zones dans lesquelles on a de la place, etc. Et on va faire un travail sur les parkings souterrains parce que les parkings souterrains, on va faire un recensement. Je ne l'avais pas en tête avec le système de galerie. Si vous pouviez me donner un gabarit de hauteur de véhicule, ça m'intéresse beaucoup parce que du coup je pourrais vous dire voilà le réseau et là on va faire nous des tarifs préférentiels parce qu'en fait ce qu'on veut c'est qu'il y ait de la fluidité en surface. Vous venez, vous déposez la baignoire ou la douche italienne ou la porte ou les huisseries à rénover et derrière vous allez vous garer pas cher en souterrain. Parce que l'une des raisons de notre politique de stationnement en surface, c'est évidemment d'inciter à aller dans les sous-sols. Aujourd'hui, c'est moins cher quand vous avez un gros véhicule d'aller dans un sous-sol. Alors c'est plus cher que pas payer, parce qu'il y a encore des gens qui payent pas.
Et on le voit nous au nombre d'amendes qui sont mis en FPS. Donc, on a aujourd'hui, on veut mettre et je pense que c'est beaucoup plus sécurisant pour, y compris vos véhicules, etc. Vous déposez vite fait, vraiment, mon concept, c'est une dépose minute hyper agile. On va sans doute créer une place pour cela avec une couleur particulière. C'est simple, il y a 7000 voies publiques dans Paris, donc on va en mettre sur dans au moins une rue sur deux, voire évidemment beaucoup plus dans les très grandes rues, mais c'est un réseau de 4-5 000 places de stationnement, ça ne pose aucun problème, et moi je vais le faire, et puis un tarif pro dans les sous-sols. Dans les sous-sols, c'est à la fois les parkings concédés, ou nos parkings, mais c'est aussi dans les parkings chez les bailleurs sociaux, etc., sur lesquels on a des parkings qui sont à 60%, 70% vides tout le temps. Et donc c'est dommage qu'on perde ça et on va pouvoir le remettre au pot. Justement, nous on avait essayé de collaborer avec YesPark et Zenpark, Ouais. même s'il y a eu un rapprochement. Mais sur l'application, on leur a demandé juste de développer la partie gabarit pour permettre aussi aux artisans de pouvoir se garer. Ils s'y étaient opposés. Oui, mais ça, nous on va le faire. Moi, j'ai une pratique familiale que je vais vous raconter. Moi, j'ai pas de voiture, mais enfin, j'ai une grande famille, j'ai 5 enfants. Donc, quand on part en vacances, il faut que je loue. C'est gros trafic là, toujours, enfin des 9 places. Donc, c'est des gros. Et je vois très bien l'angoisse du gabarit parce que ça rentre pas partout, que ce soit évidemment, je sais pas à Paris que j'utilise ce véhicule-là. Et donc, on va faire un recensement des parkings souterrains à gabarit avec une cartographie particulière parce qu'on en a besoin. Et si on veut pas que les camionnettes soient en surface, parce qu'il y a d'autres professions sur lesquelles j'ai ce débat compliqué. L'exemple, c'est les marchés découverts. Vous les connaissez, les collègues. Ils ont des camions qui ne sont pas de première jeunesse. Ouais, ils sont plutôt catégorie critère 4. Ouais. Ils sont catégorie casse. Catégorie casse. Oui, bien d'accord. Simplement, il faut bien qu'ils bouffent et on a besoin que le marché découvert tourne. Mais j'essaie de travailler avec eux pour qu'on n'ait plus des camions ventouses. Parce qu'il y en a certains qui les remisent chez eux parce qu'ils habitent loin, mais il y en a certains qui les laissent dans l'espace public à Paris, sur des secteurs qu'on connaît bien, sur le secteur Belleville, sur le secteur Barbès, particulièrement dans l'Est parisien, on a nous, on va essayer de retirer tous ces véhicules ventouses. Et là aussi, j'ai pour le coup un énorme problème de gabarit, parce que c'est plutôt un gabarit 3 mètres en hauteur, donc en sous-sol, c'est rarissime d'arriver à les avoir. Et parmi les sujets, par exemple, qu'on travaille avec le maire de Paris-Centre, c'est les tunnels des Halles. Les tunnels des Halles, c'est gigantesque. Je peux en faire un hub logistique. Parce que ça, c'est un truc qu'on a déjà annoncé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on va me proposer des hubs logistiques. Qu'est-ce que c'est des hubs logistiques ? C'est con, mais c'est un placard avec des affaires dedans. Donc certains auront besoin d'un petit placard et d'autres auront besoin d'un gros box, mais dans lequel vous pouvez poser du matos, des hubs partagés, la CAPEB pourrait même piloter ça. Ou, par exemple, quand vous faites livrer un chauffe-eau, au lieu de le faire livrer dans votre atelier, je ne sais pas d'ailleurs, dites-moi, parce qu'il y a déjà des professionnels qui essaient de faire livrer directement chez le client. C'est ce qu'on fait maximum qu'on peut. On Quand fait. on peut, on livre chez le client. Ouais, directement chez le client. Je prends l'exemple, l'autre jour, j'avais une livraison qui devait avoir lieu. On attendait le livreur entre 10h et midi. Il est arrivé à 15h. Donc j'avais une équipe qui attendait. Vous avez perdu 4 heures x 2. Voilà, une équipe qui ne pouvait pas bosser. Donc c'est aussi cette difficulté. Donc souvent, effectivement, on fait livrer chez nous. Quand on a le matos, on prend le rendez-vous avec le client pour faire. Et c'est vrai que la livraison directement client est hyper complexe pour nous. Voilà, il faut que ce soit un chantier qui s'étale sur plusieurs jours. Oui. Quand c'est un chantier qui s'étale sur plusieurs jours, on peut l'anticiper. Donc, une des solutions qu'on met au pot, mais si ça ne colle pas à des besoins, on fera autre chose, c'est de mettre des mini-hubs de proximité dans lesquels vous pouvez, et en lien avec les gros fournisseurs, parce qu'après, ils ne sont pas 200 sur le marché, par exemple dans les sous-sols des Halles, dans les parkings souterrains, de zones de stock. Il y a Foch. Exactement, il y a Foch, et puis il y a un gros projet aussi sur le secteur Champs-Élysées, sur les parkings de Champs-Élysées. Il y a des logisticiens qui sont spécialisés là-dedans, qui disent, moi, vous me livrez le chauffe-eau, et ensuite je me charge de le livrer sur les 100 km, sur les 100 mètres qui restent, ou les 500 mètres qui restent. Ça, c'est des trucs qu'on voudrait travailler avec vous. Mais ça, je pense à de la pertinence. Vous travaillez avec le projet Marguerite, c'est ça? Pardon? C'est le projet Marguerite? Oui. Vous pouvez vous mettre en lien avec la fédération de tout ce qui est distributeurs de matériaux. On connaît la présidente. Mais ça, en fait, il faut qu'on se voit tous ensemble, il faut qu'on se voit avec les ingénieurs. C'est-à-dire, nous, on a vraiment positionné des hubs de proximité un peu partout aux salariés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent se déplacer tranquillou, qu'ils aient moins de stress, moins d'incertitude, peut-être partir moins tôt le matin, et qu'ils puissent vraiment regarder. Parce qu'on va avoir quand même, je vous le dis, on va avoir la plus grande livraison de transport public du siècle dans les 3 ans qui viennent, le Grand Paris Express.
ça va révolutionner tout sur les mobilités. Des gens qui étaient contraints de prendre la bagnole vont maintenant dire bon je peux aller à Paris Centre, je peux aller sur les grandes radiales du Grand Paris Express. Ça va révolutionner. Et donc les gens il y a aussi des professionnels, à la condition qu'on les soulage de la contrainte du matos, qui vont pouvoir privilégier les transports en commun ou le vélo, et peu importe. Moi je vous dis, je suis le vélo entre j'ai les salariés entre avril et septembre. J'ai des salariés qui vont au métro, quand ils n'ont pas besoin de voiture, on va au métro. Ça, c'est pas le problème. Mais effectivement, des fois, on a comme ces contraintes de véhicules. Et vous voyez, juste la semaine dernière, moi j'ai un salarié qui a fait 900 mètres aller, 900 mètres autour. Il a travaillé de la rue dans le 6e arrondissement, il n'y a pas de stationnement. Et quand vous avez des trucs assez lourds à porter, c'est ça. Il n'y a aucune autre, dans ces quartiers-là qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y a aucune autre solution que de mettre de la place dédiée. C'est là que je vous dis, on va créer 4000 places à l'échelle de Paris réservées, artisans, commerçants, pour faire les déposes de matos. Je revenais sur votre sujet du stress des collaborateurs qui est important parce que c'est au-delà des clients qui parfois peuvent vous splitter parce que ça va pas assez vite. Le vrai stress qu'il y a, c'est cette cohabitation de l'intégralité des modes de transport sur la voirie avec une forme de cacophonie vélo, parce que le vélo, au fait, maintenant fait ce qu'il veut partout, sans respecter les feux, sans respecter l'essence, et les techniciens à vélo, moi j'en ai qui sont insultés à longueur de temps, parce que le vélo a fait... et je comprends que pour le vélo c'est dangereux, il a peur d'une voiture. On n'a jamais vu un vélo tuer une voiture. Et on a des cas dramatiques, encore à Barbès il y a peu de temps, mais c'est vrai que ne pourrions-nous pas avoir un espace public plus apaisé à ce niveau-là, évidemment, et moi je vous dis ça tout le temps, on met des annonces. Oui, exactement. C'est juste, nous on va essayer d'éduquer les gens, mais enfin, je crois qu'ils savent que quand il y a un feu rouge, normalement on s'arrête, donc on va leur foutre des prunes, ok. Mais simplement, on ne va pas empêcher la révolution vélo parce que ça crée des conflits d'espace public. Franchement, il suffit de regarder un film des années 70 ou 80 sur Paris pour observer que ça va plutôt mieux en réalité. C'est une ville toute petite, très compacte et hyper dynamique. Donc, quand vous avez interdit les trottinettes effectivement en libre-service, ça c'était vraiment un acte majeur qui a permis à l'espace public d'être apaisé. Et en tant que cycliste, franchement, moi je vois, c'est un mode de transport individuel. Il y a des gens qui roulent à vélo comme ils roulent en voiture. C'est-à-dire ils font n'importe quoi. Enfin, pire. Heureusement que les voitures ne font pas ça. En fait, c'est un truc symbolique. Vous arrivez à un carrefour, il y a vraiment un vélo sur 4 qui va s'arrêter au feu. Moi, je m'arrête au feu, donc je les vois. Mais en fait, c'est un truc purement psychologique, mais que le deux roues motorisé a été ça à un moment donné. Tout à fait. Les deux roues motorisées, tout le monde a basculé au début des années 2000. C'était le bordel dans les transports. Il y a eu des offres qui commençaient à être moins chères et performantes. Le 125 de permis, pouvoir circuler en 125 avec le permis automobile. Moi, j'ai été 8 ans motard à Paris en 125. J'avais pas le permis moto, mais j'avais acheté une 125 et j'ai arrêté pour pas mourir. Moi, j'ai arrêté le vélo pour pas mourir. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup moins vite. Mais moi, avec du recul, moi, je suis automobiliste, motard et cycliste. Quand je suis en automobile, je suis un automobiliste donc de base qui n'aime pas les motards et les vélos. Quand je suis en moto, j'aime pas les voitures et les vélos. Et quand je suis en vélo, j'aime pas les voitures et les motos. Et quand vous marchez, vous détestez tout le monde. Exactement. Et donc je me mets à la place des autres. Ils ont exactement la même. Donc il faut juste que ça rentre dans les mœurs parce que c'est quand même relativement nouveau. C'est depuis c'est depuis le Covid, donc où il y a vraiment un essor du vélo. Donc il faut un petit peu de temps d'adaptation. Parce que l'automobiliste se dise qu'il est plus tout seul, parce qu'on a privilégié l'automobile pendant des années, et maintenant il faut partager. Et ça prend du temps. Presque d'accord avec nous. On n'est pas toujours contre les choses. Non, mais vous seriez à notre place, vous feriez la même chose. Sauf que l'automobiliste, c'est celui qui va être le plus sanctionné parce que c'est plus facilement sanctionnable par la plaque d'immatriculation comme le motard. Oui. Là où le vélo ça va venir de toute façon. Et puis ça peut être Mais traumatisant. il n'y avait pas une obligation d'immatriculer les vélos. Non, la seule immatriculation, c'est quand vous allez dans certaines zones territoriales. Si vous allez dans des îles, il faut immatriculer le vélo. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être traumatisant pour les salariés ou des chefs d'entreprise. Oui, c'est terrible. Les salariés, avait renversé un vélo qui était à double sens, c'est un traumatisme en fait. La voiture sur Paris. Mais il faut les aider à arrêter la voiture. Mais les ouvriers allemands, ils ne veulent plus bosser sur Paris.
Oui, je sais, ça sort de Ça, nature. c'est C'est un vrai stress. C'est ça, quoi, c'est ça. Il faut des stress pour les collaborateurs. Non, les vélos, c'est très stressant parce qu'en plus, surtout qu'on sait qu'on y risque notre peau. C'est-à-dire que si on renverse un vélo, on peut le tuer. Ouais, Et d'ailleurs, jamais un vélo a tué qui que ce soit, hein, jamais. Ouais. Par contre, des cyclistes qui meurent de leur propre comportement, oui, et des cyclistes écrasés par des voitures, c'est le cas malheureusement encore beaucoup trop souvent, des voitures ou des camions. Hein. Ah, C'est oui. plutôt, à dire vrai, les statistiques montrent que c'est plutôt l'angle mort du camion hein, qui est le problème pour le vélo. Est-ce qu'on peut échanger sur les marchés publics, sur les marchés... Oui, bien sûr. Et les Moi, je disais, pourquoi ça se fait pas d'ailleurs? Alors moi, si vous voulez, hein, justement, j'ai travaillé pendant... en 2010, on a travaillé justement, on avait comment ça, un appel à projet, sur travailler justement sur les marchés publics en co-traitance. Enfin, même en groupement d'entreprises. Et à l'époque, on avait rencontré donc, des architectes justement de la ville de Paris. Et on voulait absolument essayer d'allotir parce qu'on s'aperçoit souvent que c'est les grosses entreprises qui font les travaux, enfin, qui prennent le marché, mais souvent ça travaille en sous-traitance, voire des fois même en cascade, sous, et ce qui fait qu'à la fin les travaux ne sont pas toujours bien réalisés. Et donc, ils avaient dit, bah, oui, très bien, pourquoi pas. Et donc, on avait commencé à travailler sur certains appels à projets. Et en fin de compte, ils nous mettaient comme seuil 1 million d'euros par entreprise. Donc, ce qui fait que souvent, on avait des entreprises qui ont 5, 6, qui peuvent faire les travaux, mais qui n'ont pas toujours 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Et ils n'ont jamais débloqué cette situation-là. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'en plus, on voit que sur le territoire national, il y a des artisans qui arrivent à répondre à ces marchés-là, surtout qu'on est comme des acteurs économiques de proximité. Et c'est comme dommage qu'on n'arrive pas à pouvoir justement modifier ce seuil d'1 million d'euros par entreprise, sachant que bon, Une c'est... petite entreprise du bâtiment, c'est à peu près entre 70 000 et 100 000 euros par personne. Donc par exemple, une entreprise... Ça fait 700 000 euros, moi je fais 800 000 euros de chiffre d'affaires, vous voyez, et je réponds à certains marchés, en marché privé, j'arrive à répondre à des marchés qu'on pourrait faire sans problème sur les marchés privés. Donc, ça, on a annoncé nous, un Small Business Act avec de l'allotissement. Hein. Il faut qu'on puisse regarder précisément les typologies de marché. On en a au moins 2 grands champs d'intervention. Il y a ceux sur lesquels on a la maîtrise d'ouvrage directe liée à nos équipements, et sur lesquels, honnêtement, les besoins de maintenance sont très élevés et mal couverts. Et le deuxième grand champ, c'est évidemment le périmètre des bailleurs sociaux sur lequel on peut travailler aussi, sur lequel les besoins sont immenses. Hein. Bien sûr. Donc, ça et alors, je ne sais pas si vous avez entendu d'ailleurs, parce qu'on va créer un truc qui est je pense, est génial et qui va être très utile. On va faire une brigade interbailleurs de petits travaux. Un peu, vous savez, on a le GPIS qui s'occupe de la Sécu. Donc là, on va créer une structure qui va être chargée en fait de la petite maintenance, les petits irritants pour les locataires du parc social. C'est le truc, la petite fuite, le truc cassé, la chaudière, plutôt les ballons d'ailleurs en réalité que la chaudière. Et là, sans doute, on aura quelques ressources internes, mais comme on n'a pas du tout l'objectif, on ne va pas créer de PME, nous, de travaux, on aura besoin de travaux avec vous et de grandes réactivités. On a une permanence des entreprises de dépannage, 24-24, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup des artisans de la permanence qui sont appelés par des locataires du parc social qui n'arrivent pas en fait à contacter leur gestionnaire pour des fuites d'eau, des ouvertures de portes, etc. Et du coup, à chaque fois, ils sont obligés de dire non, je ne peux pas passer parce que si je passe, en fait, on va vous facturer. Mais ils ont énormément d'appels et je pourrais vous dire même les secteurs géographiques. Oui, ça c'est exactement ça. Donc là, maintenant, ils auront un numéro d'appel et vous aurez l'interface. Les outils existent, hein, si vous avez besoin de l'outil. Parce qu'en plus, c'est comme un instant, on l'a mis en plus en place avec les pompiers, avec la police. Donc là, maintenant, depuis peu, avec Foncia aussi. Et la FNAIM aussi. Oui, puis la FNAIM, ouais. Parce que là, pour le coup, nous, c'est vraiment le truc qui est pénible. Aujourd'hui, un locataire, il doit saisir son gestionnaire de site, qui va saisir sa direction, qui va saisir une entreprise mandataire. Ça prend des plombes. Il n'y a pas de réactivité. Et tout ça pour des trucs parfois microscopiques. Oui, un joint à changer. Exactement. Un joint à changer, déboucher un évier, c'est un truc l'enfer à Paris. Alors que les marchés à bonne commande, si vous prenez des entreprises de proximité, ils pourraient répondre à ça. Donc, c'est vraiment... Nous, par exemple, à Foncia, en fait, donc effectivement, ils ont un parc. Et quand l'artisan intervient, ensuite, c'est refacturé à l'agence qui gère la résidence. Et il y a un tarif, ils sont libres de leur tarif d'intervention. Il y a effectivement un plafond qu'ils ne doivent pas dépasser. Et puis, voilà, ça fonctionne comme ça. Et nous, les artisans, on les sélectionne, on vérifie qu'ils n'ont pas de casier, on vérifie qu'ils sont qualifiés, on vérifie tout un tas de trucs. Reste
Les déchets? Il y a déjà, alors, avant les déchets, il y a aussi, pareil, ce qui serait bien, c'est de fluidifier les démarches administratives. Je vais vous dire un exemple. J'ai répondu à un marché, c'était dans le 17e, et donc vous savez que bon, par contre le site CTE, enfin ça c'est très bien, on donne tous les éléments, le type de chantier, on donne le plan d'échafaudage et autres, et après ils vous demandent de faire un petit plan, voilà. Et sur ce petit plan, parce que j'ai demandé pour l'emplacement d'échafaudage et en même temps pour mettre une cabane de chantier sur la voirie. Et il y a un endroit, j'avais oublié un trait. Donc vous avez un petit échange en bas qui vous dit voilà, donc je dis dites-moi qu'est-ce qui vous manque, etc. Et ça ne répond pas. Et de ça vous perdez à chaque fois un temps incalculable. J'ai perdu un mois, et j'ai réussi à force d'essayer d'appeler, etc., d'avoir une personne pour me dire effectivement il vous manque un trait. Et je dis, vous pouvez pas le dire ça sur le papier, enfin, sur le truc. Il y a des choses qui sont des fois aberrantes et qu'il faut perdre du temps et vous pollue la vie, alors qu'il y avait juste à dire un coup de téléphone, monsieur, vous allez sur le dessin, ou regarde, il le fait, le petit trait, puis voilà, et puis ça part. Et voilà, vous voyez ce genre de choses, pareil, essayer de fluidifier certaines applications administratives qui nous fait perdre énormément de temps. D'abord, il faut que vous ayez un cadre où vous nous remontriez ça. Ouais. J'ai du mal à comprendre pourquoi un trait. Parce que le dessin n'était pas bien fait. Mais c'est vrai que sur les autorisations d'urbanisme, que ce soit pour poser tout ce qui est échafaudage, merci, ou autre, effectivement, il faut quand même pas mal de souplesse, parce que à partir du moment où il y a le go des particuliers, par exemple, qui veulent faire des travaux de rénovation chez eux, il faut que ça aille très vite. Parce que ça peut avoir un impact sur le carnet de commandes de l'entreprise si c'est un décalage. En fait, il faut aller rechercher un autre chantier. J'ai tout à fait ça en tête, et ça, c'est typiquement les sujets qu'on pourra creuser dans le cadre de le comité de filière. Parce que là, aujourd'hui, ces autorisations-là, c'est des DP, elles dépendent de la direction de l'urbanisme, elles ne passent pas dans le viseur des mairies d'arrondissement. Mais parce qu'elles ont un problème de taille, parce que des déclarations préalables, il y en a énormément. Donc les autorisations administratives vont l'être, mais on pourra évidemment répondre à cela en simplifiant, en accélérant. Et puis effectivement, après on a les déchets. Alors les déchets. Peut-être sur les déchets, je pense qu'il y a un vrai sujet, complètement d'accord là-dessus. Moi je vois deux, mais dites-moi comment vous voyez les choses, mais... Je pense qu'il y a évidemment le sujet du coût. Moi, je suis assez inquiet de ce qui se passe là en ce moment sur le détricotage de la filière REP au niveau national, là, qui viendrait remettre en cause effectivement la reprise gratuite pour vous. Ça, je pense que c'est... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un... Quand on peut la faire gratuitement. Oui, alors déjà il faut que vous triez, c'est ça, pour l'avoir gratuitement. Donc déjà, oui, et puis ce qui nous ramène à l'enjeu de l'emprise sur la voirie, aussi de vous faciliter. Moi je pense qu'il y a le contrôle des manuels, mais il y a un vrai axe sur lequel on pourrait travailler sans doute, c'est de dire les entreprises qui jouent le jeu du tri, donc c'est une complexité, un coût pour vous. Alors, peut-être on peut vous faciliter les emprises de voirie, parce qu'on sait qu'il faut plus de place sur la voirie pour pouvoir trier potentiellement, de dire on peut là faire une différence entre ceux qui jouent le jeu, qui essayent de faire bien, et puis ceux qui sont peut-être un peu moins... Parce que si vous voulez, c'est qu'on achète des matériaux, on paye déjà une éco-contribution, tout de suite, voilà, qui est tant de pourcents, en fonction de ce que vous prenez, justement, normalement, pour que vous puissiez après gratuitement les déposer. en déposer en triant. Bon. Malheureusement, alors déjà sur Paris c'est compliqué, et ça c'est pas, je ne voudrais pas, mais c'est comment travailler aussi avec les communes éventuellement voisinantes pour essayer de voir comment, parce que normalement on disait que, alors sur certains territoires nationaux il n'y a pas de souci, c'est normalement on devrait avoir un centre de tri tous les 15 minutes. Donc, alors, vous voyez, à Paris c'est pas possible, donc déjà c'est comment faire déjà avec les communes avoisinantes. Justement, comme vous dites tout à l'heure, du travail dissimulé, ça en fait partie justement des gens qui justement prennent des gens comme ça et qui mettent leurs déchets par contre par terre. Et ça me. Il y en a encore au bout de boulac. Et moi ça me. Partout. Et quand moi quand j'habite, moi j'habite. Devant la boutique, moi ils les mettent devant ma boutique. Et là j'ai rencontré un adhérent vendredi qui m'a dit carrément, lui il s'est fait carrément, il a reçu une amende je pense de la ville de Paris, faut dire qu'il avait laissé ses déchets devant son camion alors qu'il est couvre-zingueur et c'était du placo, du carrelage, etc. Elle dit bon, j'ai préféré payer parce que bon, tant que je fasse la procédure et autres. C'est-à-dire que il y a des gens aussi qui voient un camion bain, etc. Ils mettent ça à côté et puis démerde-toi quoi. Donc ça c'est clair que c'est un
un vrai sujet. Tous ceux qui bossent au noir et du coup vous refilent, soit mettent leurs déchets n'importe où, et donc c'est la collectivité qui a le coût, parce qu'effectivement c'est une grosse partie des dépôts sauvages que nos équipes ramassent, soit c'est vous qui avez le coût, parce qu'effectivement ils viennent parasiter les chantiers légaux et bien organisé. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel on pourrait sans doute travailler ensemble pour ce qui dépend de nous, c'est cette question de la logistique justement intramuros, ce que vous disiez. C'est vrai qu'à Paris, compte tenu de la densité, il n'y a pas beaucoup de sites où vous pouvez amener, mais nous on est quand même en lien avec tous les CEMEX, ceux qui vendent des matériaux pour faire en sorte qu'on ait un maillage qui fonctionne bien. Et nous, on a peut-être une réflexion aussi à avoir sur nos déchetteries publiques. Alors pas pour prendre vos déchets, parce que ça, je pense que c'est pas le sens de l'histoire, c'est plutôt que les professionnels gèrent entre eux les déchets. Mais par contre, c'est vrai que les Parisiens ayant de moins en moins de voitures, ils utilisent beaucoup notre service d'encombrement, ils vont assez peu dans nos déchetteries. Ils y vont quasiment plus. Et donc c'est vrai que nos déchetteries, elles ont un flux de déchets qui est très faible. Et donc moi, je pense qu'il y a sans doute sur ces parcelles-là des choses qu'on pourrait regarder avec vous pour dire, il y a peut-être une partie de la déchetterie qui peut ne plus être destinée aux particuliers, parce qu'en fait on a très peu de particuliers qui viennent dessus, et peut-être que la filière pourrait, donc à voir qui le fait exactement, mais la filière pourrait gérer cette parcelle pour que ça devienne des points destinés aux professionnels. Donc là je pense qu'on a des choses où on peut effectivement travailler pour avoir ce maillage qui vaut. Voilà, je pense que c'est pas à nous de nous en occuper, parce que je pense qu'il faut que ça reste géré par les professionnels, mais par contre on peut travailler avec vous pour y compris mettre à disposition des parcelles villes pour gérer ce maillage. C'est vrai que bon, sur les grosses structures, effectivement, je connais des gros chantiers, des grosses boîtes, effectivement, ils amènent des bennes, il y a de la place, etc. Moi, quand je peux, j'amène une benne, pas de problème. Mais malheureusement, des fois, quand on fait une petite intervention, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est 3 sacs gravats, etc. Donc, effectivement, ça pourrait être éventuellement intéressant d'avoir ce genre d'endroit pour les déposer, effectivement, tout en triant, bien sûr, ce genre de choses. Je vous remets officiellement la note de la REP à destination des collectivités. Vous avez la possibilité, effectivement, de conventionner avec certains éco-organismes si vous acceptez les déchets professionnels, et vous avez un barème de financement. Alors, ça, je pense que nous, effectivement, là, c'est vrai que sous la mandature écoulée, on a plutôt pris le chemin inverse, qui était de dire, mais en même temps, on l'a fait à l'aune du cadre qui était celui d'il y a 2 ans, parce que la REP est relativement récente, mais comme le gouvernement la change tous les 6 mois, c'est assez dur à suivre. Mais je pense que pour nous, la logique, c'était plutôt d'aller dans le sens de la REP et de dire les professionnels sont gérés par les professionnels, et on a même conventionné avec les sites professionnels dans Paris pour leur demander d'accueillir aussi les déchets des particuliers, qui ne sont pas très nombreux à Paris, mais en fait on se disait, en fait ça n'a même plus tellement de sens pour nous dans les déchetteries publiques de prendre les déchets du bâtiment, même ceux des particuliers, parce qu'au fond il faut des installations spécifiques, autant que finalement tout le monde aille sur les sites professionnels. En plus ils sont sur les quais, donc il y a la logistique fluviale qui vient derrière, tout ça est quand même plutôt vertueux. Et avec on avait encore une réunion avec le ministre il y a 10 jours là, vous avez présenté ces arbitrages sur la REP, mais en fait ça devient très peu intéressant maintenant pour les collectivités de s'occuper du déchet du bâtiment. Il y a un vrai impensé, c'est ce que vous disiez. Ça paye pas. En fait il n'y a plus aucune compensation. Les contributions que vous payez, vous n'en voyez plus la couleur parce que vous avez de moins en moins de services pour ce que vous payez. Par contre on la paye tous les mois. C'est bien. Mais les collectivités n'en voient pas non plus la couleur. En fait, normalement c'était quand même censé être, faire en sorte que vous ayez une reprise gratuite, que les collectivités soient compensées pour les coûts qu'elles ont. Tout ça est en train de fondre complètement. Ce qui se passe, c'est qu'on revient un petit peu à ce qui est passé, c'est-à-dire que les gens qui sont non vertueux mettent ça carrément. Moi j'étais à Versailles, quand je vois dans la forêt, que je vois des sacs immenses de gravats, ça m'horripile. Mais nous on est très inquiets, parce que quand même le but de tout ça, de la filière REP à l'origine, c'était justement de lutter contre ça, les dépôts sauvages, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun artisan qui ait d'intérêt à pas suivre ce qu'il faut, parce qu'en fait que se dire de toute façon ça coûte pas plus cher de bien faire, quoi. Donc la difficulté c'est que le maillage il est pas assez étroit en fait. Normalement c'est 10 km sauf que le vrai artisan lui il le faisait comme avant déjà. Il a pris ses gravats sans problème. Celui qui va jeter dans la forêt, il les fait les 10 km. Il fait 80 bornes pour ça. Là c'est pas un problème de... Dans la boutique de Sydney. Pour le coup, dans Paris les 10 km on les a, mais c'est ce que vous disiez sur le temps, par contre. Il faudrait que ce soit juste simple, que le professionnel arrive, il dépose ses sacs de gravats et que ce soit transparent pour lui. Là, à partir du moment où centre de tri pro. Centre de tri pro, c'est souvent sur les quais, donc c'est CEMEX
Tolbiac, on a Point-P dans le 12 en face. Ouais, Il y a aussi le quai du Point du Jour, ça c'est un Au port de Paris, au port de Paris, Autour des ports. les Ça grands peut ports être de Paris. aussi- Mais il faut avoir fait un certain chiffre d'affaires avec eux parfois pour qu'ils Ils acceptent. Ah ouais. Mais ça, pour le coup, Ça, en nous, plus, ils vont ça c'est important qu'on en parle parce que nous, pour le coup, on a quand même des relations avec eux parce que sur les quais, ils sont sur les emprises à repas ou celles de la ville suivant les endroits. Donc on a aussi un petit levier de discussion avec eux. Ça peut être aussi l'occasion de faire une réunion autour d'une table et puis pour échanger, c'est pareil. Si le maillage ne peut pas être respecté, ça peut être aussi des lieux où les gens mettent des déchets en attendant. C'est-à-dire le problème des artisans dans Paris, c'est qu'ils n'ont pas de lieu de stockage. Moi, qui coûte cher. Ce qui rejoint la question des hubs que Emmanuel évoquait juste avant. Oui, Ça peut servir pour l'approvisionnement. Dans le sous-sol des Halles, l'un des trucs, c'est de faire Exactement. un centre de déchets en tri, y compris professionnel, après tout, pourquoi pas. Parce que votre chiffre d'affaires va augmenter. N'oubliez pas de regarder le programme. Oui, Oui, vous l'avez dit ça. Mais je vous l'ai dit, je ne l'avais pas oublié. On va passer de 7 000 logements rénovés à 30 000 et de 4 000 logements publics à 8 000. Tout ça, ça va faire de l'activité pareil, pour vous. pareil, Qu'on puisse répondre aux appels d'offres. Voilà. Oui, Parce que vous savez qu'on est quand même, Et vous stationner et évacuer les déchets. parce que vous êtes comme un grand nombre d'artisans qui est là pour éventuellement la transition énergétique, qui est là aussi pour les travaux d'accessibilité, parce que on parle de, mais il y a aussi pour les seniors, seniors ou accidents de la vie, parce que des fois il y en a qui peuvent plus des fois circuler, d'avoir dans leur logement, donc c'est pouvoir les adapter de logement. Et puis on a aussi là quand même l'eau, c'est pareil, on parle pas, mais on a quand même si là actuellement on sait que la Seine était montée, mais on est aussi sur les formations de Caliplus pour la récupération d'eau, et c'est pareil, ça serait aussi important de travailler sur ce sujet-là aussi. Donc,